Bonjour à tous. Je suis vraiment très, très heureux d'être ici aujourd'hui parmi vous pour vous parler d'agroforesterie, pour vous parler de culture intercalaire aussi. C'est un domaine qui me passionne vraiment beaucoup. Et je tiens à remercier chaleureusement les organisateurs d'avoir pensé à moi pour venir vous en parler. Donc, comme plusieurs d'étudiants qui sont ici dans la salle parmi vous, moi aussi, quand j'étais jeune homme, j'ai étudié en foresterie dans une faculté de foresterie ici à l'Université Laval et je me suis beaucoup intéressé lorsque j'étais étudiant en aménagement forestier à la plantation des arbres feuillus. D'ailleurs, j'y ai consacré la plupart de mes stages d'été. J'ai travaillé sur des fermes forestières. Je me suis fait la main avec la plantation de feuillus, donc j'ai planté des arbres, j'ai fait de la taille de formation, etc. Mais je me suis rapidement rendu compte que la plantation des feuillus à bois noble au Québec, ça demeure une activité qui est relativement marginale. Donc, encore aujourd'hui, par exemple, il se plante moins d'un feuillu pour 200 conifères. Donc ça, c'est bien peu si on considère qu'il se transforme, bon an, mal an, à peu près 25% de tous les bois transformés, c'est du bois feuillu. Considérant aussi qu'au Québec, on importe des quantités qui sont quand même importantes de bois de feuillus pour alimenter notre industrie du meuble. Donc ça, il faut tenir ça en compte. Et le problème avec la plantation de feuillus, comme j'ai mentionné, c'est que ça nécessite que le propriétaire forestier soit spécialisé. Donc, il doit investir beaucoup d'argent sur beaucoup d'arbres, beaucoup de tiges à l'hectare, comme c'est le cas ici, par exemple, dans une magnifique plantation de noyer à Saint-Nicolas, une plantation de 1600 tiges à l'hectare. Imaginez-vous tous les soins que ça nécessite, tailler ça, élaguer ça. Ça coûte cher, donc il y a beaucoup de spécialistes qui ont remis en cause la rentabilité de ce type d'activité-là. Donc, ayant ça en tête, je me suis dit, comment je pourrais faire pour essayer de dynamiser la plantation de feuillus au Québec, la rendre plus attractive pour des propriétaires forestiers, pour des agriculteurs. Donc, ce que j'ai fait, je me suis inscrit à un programme de maîtrise en agroforesterie. Et j'ai trouvé ça passionnant. Et d'ailleurs, j'ai fait un stage à l'Institut national de recherche agronomique à Montpellier, en France. C'est là que j'ai rencontré mon bon ami Fabien Liag et j'ai eu l'immense privilège de travailler avec un éminent chercheur, Christian Dupont. Et j'ai eu le bonheur aussi de travailler sur cette station expérimentale de Restin-Cuillère. Et pour moi, c'était clair, l'agroforesterie, c'est ce que je voulais faire dans l'avenir. Je voulais devenir un spécialiste en agroforesterie. Puis oui, ça devenait une solution originale de pouvoir dynamiser la plantation des feuillus au Québec. Donc, je me suis intéressé encore plus à ça. Je me suis inscrit à un programme de doctorat en biologie végétale où j'ai approfondi encore plus l'agroforesterie. Et je suis allé surtout dans une faculté d'agriculture, le pavillon Paul Comtois, ici à l'Université Laval. Et ça m'a permis, parce que je suis un forestier d'abord et avant tout, ça m'a permis de me familiariser petit à petit avec les enjeux de l'agriculture. Et je me suis rapidement rendu compte que l'évolution de l'agriculture au Québec, ça a entraîné, oui, des gains spectaculaires de productivité, mais ça a entraîné aussi des problèmes environnementaux multiples. Donc, on peut citer par exemple la perte de qualité des paysages, de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, etc. Donc, dans le paysage, dans certaines régions du Québec, comme en Montérégie, comme on le voit ici par exemple, il reste pratiquement plus d'arbres. En Montérégie, on dit qu'il reste moins de 10% de la couverture qui est occupée par des forêts ou par des arbres. Donc ça occasionne un certain problème. Ayant ça en tête, pour moi, donc, l'agroforesterie, c'est devenu, au travers des systèmes de culture intercalaire, une façon originale d'intégrer les fonctions de production de bois de grande valeur, mais aussi les fonctions de production, les services environnementaux, écologiques que peuvent apporter les arbres et qui répondent à plusieurs enjeux environnementaux. Comment je définis, moi, la culture intercalaire, qui est en général peu connue autant des gens du monde de la foresterie et des acteurs de l'agriculture? Pour moi, c'est simplement la plantation de rangées d'arbres largement espacées les unes des autres, ce qui permet d'allouer les bandes intercalaires à la mécanisation des cultures agricoles. Et comme on peut le constater sur ces photos ici, c'est possible de circuler avec des gros engins agricoles, avec des moissonneuses-batteuses, avec des rampes de pulvérisation. Toujours est-il, il
faut bien planifier notre système. Et on y reviendra un petit peu plus tard. Au Québec, on fait de la recherche sur la culture intercalaire depuis une bonne dizaine d'années. On a implanté, par exemple, ce dispositif-là à Saint-Paulin. Donc, c'est un dispositif qui a été implanté en 2005, où on a planté différents cultivars de peupliers hybrides, parce qu'on pense que c'est une espèce qui peut être intéressante pour produire rapidement du bois. On a planté aussi des feuillus à bois noble, donc du chêne rouge, par exemple, du cerisier tardif. Et on a associé cette plantation-là, donc cet arrangement agroforestier-là, à différentes cultures, comme l'avoine, le sarrasin, des cultures fourragères, le canola. Donc, c'est des cultures qui se prêtent au type de sol qu'on a là. On est à Saint-Paulin, donc c'est une terre avec un potentiel agricole qui est relativement modéré. Et on mène depuis 10 ans, donc, des travaux de recherche. On s'intéresse, par exemple, à mesurer quel est l'impact des arbres sur le rendement des cultures et à l'inverse, quel est l'impact de la culture sur la croissance de l'arbre. Il y a des chercheurs qui s'intéressent à voir si l'agroforesterie a un potentiel dans le contexte des changements climatiques. Donc, il y en a qui modélisent des interactions fines entre les arbres et les cultures dans le contexte des changements climatiques. Il y en a qui s'intéressent à caractériser le profil d'enracinement des arbres dans les cultures. Bref, une foule de thématiques de recherche qui sont couvertes par différentes équipes de recherche. Donc, tout à l'heure, on a parlé d'Alain Cogliastro, de l'IRDV, il y a d'autres chercheurs. On peut citer par exemple Robert Bradley de l'Université de Sherbrooke, qui travaille dans les sols, Joanne Whalen de McGill, Christian Messier de CAM avec Alain Paquette qui travaille en modélisation, Suzanne Allaire de l'Université Laval qui travaille sur les émissions de protoxyde d'azote par les sols, et j'en passe. Parallèlement à ça, donc, on a installé, comme je l'ai mentionné, des petites parcelles expérimentales, mais au cours des 2-3 dernières années, on a installé des parcelles d'expérimentation, mais qui ont un intérêt de démonstration aussi. Donc, c'est des parcelles qui ont été implantées en situation réelle chez des producteurs agricoles, comme c'est le cas ici à Saint-André de Kamouraska. Donc, on a implanté une grosse parcelle, donc c'est important, 15 hectares à la ferme Solivial. Donc, d'ailleurs, ça fait l'objet, l'agriculteur a fait l'objet d'un interview dans le cadre d'un reportage à la Semaine verte sur l'agroforesterie. Pour ceux qui s'intéressent, tout.tv, l'agroforesterie, c'est très intéressant. Vous pourrez en apprendre davantage sur les motivations de cet agriculteur-là à adopter l'agroforesterie. Donc, on est toujours chez cet agriculteur-là. Je vous montre l'exemple du dispositif, en gros, pour que vous compreniez ce qu'on met. Donc, sur une dizaine d'hectares, il y a 2 dispositifs à cette ferme-là. Le premier, 10 hectares, une douzaine de rangées d'arbres, espacées aux 30 mètres. Donc, pourquoi 30 mètres? Parce que lui, il utilise une rampe de pulvérisation il fait à peu près 13 pieds de large. Donc, il peut passer 2 fois sa rampe de pulvérisation pour cultiver ses céréales. Il fait du blé, de l'avoine, il fait du canola. On s'efforce toujours aussi dans nos dispositifs d'installer des témoins agricoles. Donc ça, c'est important. Ça va nous permettre de pouvoir comparer la productivité des cultures intercalaires en agroforesterie à celle qu'on observe dans une situation d'agriculture plus conventionnelle. Donc ça, c'est important de le faire. Dans le dispositif, on intègre aussi plusieurs espèces d'arbres, donc 4 clones de peupliers hybrides qui sont recommandés pour la région. On veut comparer leur performance dans ce contexte-là. On veut voir aussi quel est l'impact de ces différents clones sur la culture. Différentes espèces aussi de feuilles nobles plantées, l'érable à sucre, le chêne rouge par exemple, le robinier Poacacia, tiens, un arbre qui fixe l'azote atmosphérique, ça peut avoir d'intérêt pour la culture. Et le pin blanc, un conifère qui a quand même une bonne valeur économique. Un autre exemple de système, ici, on est dans le centre du Québec, à Baie-du-Fège, à la ferme de Marc Côté, qui lui aussi a été interviewé dans le cadre d'un reportage de la Semaine verte. Donc ici, un autre dispositif d'envergure chez un producteur agricole qui fait de la grande culture, c'est quelqu'un qui fait du maïs, des céréales, et lui, il était excessivement motivé par l'agroforesterie, donc c'est pas un marginal, c'est un gros producteur.
Et sa motivation, lui, pense vraiment que l'introduction de l'arbre dans ses champs, ça peut être une façon originale d'améliorer la qualité de ses sols. Et lui nous disait aussi, il était très préoccupé parce qu'il produit beaucoup de luzerne et il a observé au cours des dernières années que sa luzerne gelait beaucoup l'hiver. Souvent, une luzernière, on peut la conserver pendant 3-4 ans. Mais lui disait que avec les changements climatiques notamment, puis la couverture de neige qui diminue beaucoup l'hiver, ça occasionnait beaucoup de gel de la luzerne après 2 ans. Donc lui, il pense qu'introduire des arbres, ça peut permettre de maintenir une certaine couverture de neige, qui va mieux protéger sa luzerne, qui est une culture pérenne. Et là, vous me voyez ici avec mon collègue Alain Olivier, je suis en train de lui dire, regarde, on a installé des manchons forestiers. Pourquoi? J'étais très content lorsqu'on a planté en mai, c'était beau. Mais 1 mois plus tard, l'agriculteur m'appelle, il me dit, tes arbres sont tous bouffés au complet, donc il restait pratiquement plus de feuilles. Donc c'est vraiment une invasion par les cervidés. Et il a fallu s'adapter. C'est toujours comme ça en agroforesterie. On est arrivé, on a installé des manchons et les arbres ont bien repris par la suite. Un autre exemple d'envergure au Québec, à Mont-Saint-Hilaire, on est sur l'exploitation de M. Boucher. Donc, M. Boucher, ce n'est pas un agriculteur, c'est un propriétaire terrien. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a converti sa terre de 40 hectares en 4 ans. Il a tout planté sa terre avec des noyers, des arbres à noix, des carriers, et d'autres feuilles nobles. Donc, son objectif, lui, il est plus forestier. Donc, il veut produire du bois, il veut produire des noix. Il a planté à des écartements entre ces rangées d'arbres de 10 mètres. Donc, c'est pas beaucoup, c'est relativement serré, mais il s'est dit, je peux quand même valoriser pendant les premières années cet espace-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est associé avec un agriculteur voisin qui, lui, va cultiver pendant les premières années des espaces intercalaires avec les cultures qu'il pratique normalement. Donc, le maïs, comme on peut le voir ici, le blé, etc., le soya. Un autre exemple d'envergure, je dirais, où on essaie de développer l'agroforesterie et la culture intercalaire, c'est le laboratoire rural agroforesterie et paysages en Gaspésie. Alain l'a mentionné tout à l'heure, le problème en Gaspésie, c'est ce problème où on a laissé à l'abandon au cours des 20-30 dernières années des terres agricoles. Donc, ces terres-là sont devenues en friche. Souvent, on est tenté de les reboiser avec des conifères, mais ça a toujours le même impact. Ça referme le paysage. Et les gens du laboratoire, eux, ils émettent l'hypothèse qu'avec l'agroforesterie, ben, ça peut permettre de maintenir des paysages qui sont ouverts, qui permettent, par exemple, de maintenir une vue sur le fleuve, donc des paysages attractifs et plus intéressants, en tout cas, dans le contexte touristique. Ça permet aussi, comme Alain l'a mentionné, de maintenir une activité agricole sur des terres qui ont été laissées à l'abandon, puis ça permet aussi de produire des vignes de qualité. C'est ce qui est visé, en tout cas, en Gaspésie. Et certains pourraient croire qu'on peut peut-être, on n'a pas un grand choix d'espèces à planter en Gaspésie, mais mon collègue Bertrand Del a planté du chêne rouge, des frênes, d'autres espèces de feuilles nobles, et ça semble pousser. Ça pousse en Gaspésie, ce genre d'espèces-là. La plus importante parcelle expérimentale dans l'Est du Canada, elle a été plantée à l'Université en Ontario. Donc, c'est un très, très gros dispositif de 30 hectares où on a planté plus d'une dizaine d'espèces d'arbres sur 6 types de sols. On a comparé 2 types d'écartements entre les rangées d'arbres, donc du 12 mètres et du 15 mètres. Et on a associé ces rangées d'arbres-là à différentes cultures conventionnelles, le maïs, le soya, le blé. Ils ont même testé au cours des dernières années l'implantation entre les rangées d'arbres d'une culture de saule en courte rotation. Ils sont allés voir si les rangées d'arbres pouvaient permettre d'améliorer le rendement de ce genre de production-là. Donc, ces travaux-là sont excessivement inspirants pour nous et je dois dire qu'on collabore depuis plusieurs années avec les chercheurs de Guelph. Un autre modèle qui est excessivement inspirant, c'est celui de nos cousins français,
Donc, je ne veux pas m'attarder trop sur le sujet parce qu'on a une conférence là-dessus cet après-midi avec Fabien Liard. Mais simplement vous mentionner que nous, au printemps dernier, on a organisé une mission multidisciplinaire en agroforesterie en France où on a invité à une vingtaine d'intervenants québécois, donc des gens du monde de la foresterie, de l'agriculture, de l'aménagement du territoire, et on a voulu les confronter au modèle de développement et de recherche de l'agroforesterie en France que nous, on juge à l'avant-garde. Et comme vous pouvez le constater, ben, les gens étaient très impressionnés de voir, de constater la performance des arbres en agroforesterie. C'est le cas ici, par exemple, de M. Pierre Lemieux, qui est le premier vice-président de l'Union des producteurs agricoles, qui était parmi nous, qui prenait bonne note des interactions en agroforesterie. On a eu aussi l'occasion de visiter un autre gros dispositif à l'Institut La Salle Beauvais, en France, où on voit ici le professeur David Grand-Girard qui est en train de nous montrer à l'arrière-plan un témoin forestier, donc c'est une plantation forestière, qui compare avec le système de culture intercalaire. Donc ici, on ne voit pas très bien les arbres parce qu'ils sont petits, ils ont été plantés récemment. On voit plutôt les manchons qui les protègent. Le plus gros modèle de développement à travers le monde en culture intercalaire, c'est certainement celui de la Chine. Il n'est pas rare de lire dans certains rapports que des systèmes de culture intercalaire, où on associe par exemple le Paulownia, qui est une espèce à croissance rapide, qu'on récolte après 10-12 ans, et qu'on associe souvent avec des céréales comme le blé. Donc ce genre de système-là couvrirait plusieurs millions d'hectares. Donc imaginez-vous, ici au Québec, la superficie agricole, c'est quoi? C'est 2 millions et demi. Donc c'est beaucoup, c'est majeur. On dit que ça a littéralement transformé les vastes plaines du nord de la Chine. Ici, un autre exemple, c'est toujours en Chine avec le Paulownia et du blé. Je vous ai montré des exemples où on voit beaucoup des grandes cultures, des céréales, mais on peut imaginer une foule d'autres types d'associations. C'est le cas ici, par exemple, où on associe du peuplier avec des cultures maraîchères. Ici, c'est de l'asperge qui est sur paillis de plastique. On a eu aussi l'immense privilège, lors de notre mission, d'aller visiter une ferme, M. Martinez, qui est producteur maraîcher biologique, qui, lui, il trouve beaucoup d'intérêt à cultiver sous ses rangées d'arbres. Donc, il cultive, par exemple, des laitues, poireaux, pommes de terre. Ici, on voit une culture je ne me souviens pas c'est quoi, mais une culture sur billon. Et lui nous disait, ben moi, écoutez, je suis dans un climat méditerranéen, l'été c'est la canicule, il fait chaud, puis j'apprécie vraiment l'ombrage des arbres l'été, lorsqu'il vient le temps de désherber et de travailler, par exemple. Un autre exemple, ici, regardez-moi ces belles billes qui vont être prêtes à récolter dans une quinzaine d'années, des noyers noirs, la photo a été prise par Fabien Liard, et du sarrasin en fleurs. C'est en France, toujours, dans la région de Charente-Maritime. J'ai parlé beaucoup de la possibilité d'associer des feuillus nobles, mais de vous dire aussi que dans certains de nos projets, moi, je m'intéresse aussi à la plantation d'arbustes en culture intercalaire. J'ai planté, par exemple, cette année sur certains dispositifs des cerisiers nains, des noisettiers, de la mélanchier, de la rogna, donc peut-être des arbustes qui sont de plus petite taille que des arbres, mais qui ont de l'intérêt, qui permettent de générer des revenus à plus court terme. Il n'est pas rare aussi de lire dans la littérature des associations noyers, pacaniers, avec des cultures fourragères, donc le foin, ça c'est aux États-Unis. Il y a même certains chercheurs aux États-Unis qui travaillent sur la sélection de variétés de cultures fourragères qui sont plus tolérantes à l'ombre. Cela étant dit, pourquoi associer les arbres avec des cultures alors qu'ils poussent généralement bien chacun séparément? C'est une question qui est tout à fait légitime qu'on peut se poser. Quel est l'impact des arbres sur les cultures? Et à l'inverse, est-ce que les arbres apprécient la présence des cultures intercalaires? Donc, en ce qui concerne l'impact des arbres sur la culture, c'est une question auquel ont tenté de répondre nos collègues à Guelph. Donc, ils ont par exemple mesuré l'impact qu'avaient des arbres d'une douzaine d'années sur une culture de blé, une culture de soya et une culture de maïs.
Donc, vous voyez en vert, c'est la monoculture, donc c'est des parcelles témoins sans arbres. En bleu, c'est le système de culture intercalaire où on a les arbres et la culture. Donc, les arbres, malgré leur bon développement, avaient une influence neutre sur le rendement du blé et le rendement du soya. Par contre, en ce qui concerne le maïs, vous voyez que les arbres ont eu un petit effet, un effet qui est plus négatif sur le rendement du maïs. Il faut bien comprendre que le maïs, c'est une plante avec un métabolisme en C4. Donc, c'est une plante qui, plus on lui donne la lumière, plus elle pousse. Donc, ça, il faut garder ça en tête, cette idée que les plantes, les types de cultures ne répondent pas de la même façon à l'ombrage, par exemple, qui est apporté par les arbres. En général, au fur et à mesure que les arbres se développent et atteignent une certaine maturité, on va distinguer deux principales zones dans l'allée cultivée. Donc, une zone qu'on appelle de compétition, donc où en général on observe un certain niveau d'ombrage, une diminution des ressources pour l'eau, pour les éléments nutritifs, et c'est ça qui entraîne une diminution du rendement. Par contre, cette zone-là de compétition, elle peut être compensée par une zone appelée de complémentarité, où on observe bien souvent un effet bénéfique de l'arbre, par exemple par une augmentation de la minéralisation de l'azote, une augmentation de la température du sol, puis une diminution de l'évapotranspiration. Maintenant, il est tout à fait possible de maîtriser, de gérer cette concurrence que peuvent avoir les arbres sur la productivité des cultures. Et ça, il faut garder ça en tête, c'est très, très important pour un producteur agricole, le rendement des cultures. La première chose à garder en tête, c'est l'effet de la densité. Évidemment, si on plante à de très, très fortes densités en culture intercalaire, ben, au bout d'un certain moment, ça peut avoir un effet négatif sur le rendement de la culture, comme on peut le voir ici sur ce graphique-là. Par exemple, avec 113 chênes à l'hectare, on voit qu'au bout d'un certain moment, par exemple, à partir de la 20e année, ben, les arbres développent des cimes importantes, ils exercent une compétition qui est plus importante que dans une plantation qui est plus épurée, par exemple, avec une plantation de 50 chênes à l'hectare, qui, elle, peut maintenir un rendement beaucoup plus uniforme, qui se rapproche plus de celui qu'on peut observer en monoculture. Une autre façon de gérer la concurrence des arbres sur la culture, c'est les lagages. Il y a beaucoup de forestiers ici. Pourquoi on fait des lagages? Souvent, on est intéressé d'élaguer pour améliorer la qualité des billes. Donc, ça permet par exemple de diminuer la proportion de bouches juvéniles, la proportion de nœuds dans les billes. Ça améliore le défilement. Mais les lagages, il faut comprendre aussi que ça permet d'augmenter momentanément la disponibilité de la lumière pour la culture intercalaire. Donc ça a de l'intérêt. Il est possible aussi d'envisager de tailler les cimes. Ici, par exemple, on a des noyers. Les noyers, c'est des arbres de grand déploiement. Donc, il est possible d'envisager une coupe au bout d'un certain moment, des cimes des noyers. Et encore là, ça permet d'augmenter la quantité de lumière qui va atteindre la culture pour son bénéfice, pour améliorer son rendement et uniformiser surtout le rendement dans l'allée cultivée. L'éclaircie, encore là, c'est une intervention qu'on fait souvent en foresterie. On est souvent tenté de planter plus serré sur le rang, de se laisser une marge de manœuvre, de choisir nos arbres d'avenir dans le temps. Mais l'éclaircie, encore là, dans des peuplements agroforestiers, c'est une intervention qui peut permettre d'améliorer, d'augmenter la lumière disponible pour la culture. Et ça, l'éclaircie, c'est un traitement que nous, on a testé dans un de nos dispositifs à Saint-Rémy-de-Napierville. Donc, c'était une plantation, disons, plus forestière, avec des écartements entre les rangées d'arbres très, très serrés, 8 mètres entre les rangées d'arbres, mais on était quand même intéressés à voir l'impact que pouvaient avoir les arbres sur le rendement de la culture et voir si la lumière est un facteur déterminant dans l'élaboration du rendement de la culture intercalaire. Donc, vous voyez le dispositif ici. On est en situation vraiment de forte densité de peupliers. On a du 313 peupliers à l'hectare. Et voyez l'impact que ça a eu sur le rendement d'une culture de soya. Donc, on était par exemple à l'interface de la rangée de peupliers à des rendements qui avoisinaient les 40% de celui qu'on observait en plein champ. Et on observait une bonne relation avec la disponibilité de la lumière qu'on peut voir ici sur l'axe des Y à droite. Par contre, l'année suivante, ce qu'on a fait,
c'est qu'on est allé couper 2 peupliers sur 3. La première année, ils étaient plantés aux 2 mètres sur le rang. On a fait une éclaircie, excusez. On a ramené le peuplement à 104 peupliers à l'hectare. Et comme vous voyez, ça a permis d'uniformiser l'année suivante les rendements de la culture. Donc là, par exemple, vous vous souvenez, le rendement à 2 mètres qui était très très faible, mais est revenu, était maintenant comparable à celui qu'on pouvait observer en plein champ sans l'influence des arbres. Donc c'est simplement pour vous montrer l'impact que peut avoir la densité ou l'éclaircie qu'on peut faire sur notre peuplement agroforestier. Le choix de l'espèce d'arbre et du clone aussi, c'est excessivement important, puis ça peut être déterminant dans l'élaboration du rendement. Encore ici, c'est une étude qu'on a faite à Saint-Rémy, donc le dispositif nous permettait de comparer l'impact de 3 clones de peupliers hybrides sur le rendement d'une culture de soya. Et comme vous le voyez, les rendements sous chacun de ces clones-là variaient. Par exemple, avec le clone Trichocarpa deltoides de 3230, c'est un clone qui développe des icines qui sont quand même grandes, larges, et qui sont très ombrageantes par rapport au DN deltoides nigra, au NM 3729, qui développent, eux, ces clones-là, des icines qui sont plus timides, plus étroites et qui sont moins ombrageantes pour la culture. Donc encore là, ce sont des choix qui demeurent sous l'emprise du producteur agricole et qui peut permettre d'optimiser les rendements des cultures. Donc ça, il faut garder ça en tête aussi. J'ai parlé beaucoup de compétition pour la lumière, mais évidemment, les arbres aussi peuvent exercer de la compétition souterraine, de la compétition pour l'eau, pour les nutriments. Et encore là, c'est possible de maîtriser de gérer cette concurrence-là, par exemple, par le cernage racinaire. C'est quoi ça? Ça consiste simplement à passer une lame à toutes les années ou à toutes les 2 ans, par exemple. Et cette intervention-là, ce traitement-là, permet de limiter l'envahissement des racines des arbres dans les allées, donc dans les horizons superficiels qui sont généralement occupés par les cultures intercalaires. Et il y a certains chercheurs, par exemple au Nebraska, qui ont testé l'impact d'un tel traitement. On peut voir, on voit vraiment... Voyez-vous du rouge ici? Non? En tout cas, moi, c'est rouge sur mon ordi. Mais enfin, vous voyez l'impact positif en noir qu'on voit ici avec cernage racinaire. Donc, ça permet d'augmenter le rendement par rapport à une intervention sans cernage racinaire où on laisserait l'arbre coloniser les horizons superficiels du sol. Maintenant, on s'est intéressé aussi, dans le cadre de nos travaux au Québec, à mesurer l'impact que pouvait avoir la culture intercalaire sur la croissance de l'arbre. Donc, ce qu'on a fait, on a travaillé sur 2 sites expérimentaux, le site de Saint-Rémy, que je vous ai montré précédemment, et le site de Saint-Édouard, qui est un site plus jeune. Et ce qu'on a comparé, c'est 2 traitements. Donc, le traitement avec culture intercalaire, par exemple, sur le site de Saint-Rémy, on a associé des peupliers pendant 4 ans avec du soya, avec de l'orge. Sur le site qui est plus jeune de Saint-Édouard, on avait du sarrasin, du seigle, du blé. Et on a comparé ce traitement-là, un traitement herçage. Donc, un traitement où les allées étaient hercées 2-3 fois par année. Donc, un traitement qui s'apparente plus à un traitement forestier dans des plantations forestières. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est qu'on a observé une augmentation significative de la croissance des arbres en diamètre, en hauteur, en volume, des peupliers lorsqu'ils étaient soumis à la culture intercalaire, comparativement au traitement herçage, qui quand même permet de faire une bonne gestion de la végétation. Et nous, on pense que les arbres, lorsqu'ils sont avec les cultures, évidemment, ils récupèrent une bonne partie des fertilisants, notamment les nitrates, qui échappent à la culture, qui autrement iraient dans nos cours d'eau. Donc, évidemment, ils les récupèrent, ça permet d'améliorer leur nutrition et leur croissance. Donc ça a de l'intérêt. Nos collègues en France aussi ont observé des choses similaires. Je vous donne un exemple ici qui est tiré du livre du Prat-Iliade, et où on apprend, par exemple, que dans une plantation agroforestière de 30 ans, on avait un témoin forestier, donc une plantation forestière où il n'y avait pas de culture intercalaire. Et eux, ils ont observé des noyers agroforestiers 3 fois plus gros avec la culture intercalaire par rapport aux noyers
dans la plantation forestière. Donc ça, c'est un résultat quand même à prendre en considération, c'est pas banal. Donc ça nous porte à penser qu'on peut obtenir des rotations de production en agroforesterie qui sont plus courtes. Par contre, il faut s'attendre à obtenir des baies de pieds qui sont plus courtes aussi par rapport à celles qu'on peut récolter en forêt naturelle ou dans les plantations forestières, bien qu'elles soient généralement plus grosses. On a parlé de l'effet de la culture intercalaire en elle-même, mais il faut garder aussi en tête qu'en agroforesterie, généralement, on plante peu d'arbres à l'hectare. Et les arbres, comme ils sont à large espacement, ils ne se font pas de compétition entre eux. Et ça aussi, c'est bénéfique à la croissance des arbres. Comme le montre ce graphique-là ici, par exemple, où on voit la productivité individuelle d'un arbre qui est exprimée en mètres cubes par arbre. Et on voit bien que pour une faible densité de plantation, comme 50 noyers à l'hectare, la productivité individuelle est accrue par rapport à celle qu'on peut observer dans une plantation forestière, par exemple. Et je voulais ajouter aussi que ça peut avoir de l'intérêt. Lorsque les arbres ne sont pas de compétition entre eux, ça permet un développement de cernes sur la baie qui est beaucoup plus régulier par rapport à des baies qu'on va récolter en plantation ou en forêt, par exemple, où les cernes peuvent être plus hétérogènes parce que les arbres subissent des cycles de compétition et d'éclaircie. Donc ça peut avoir de l'intérêt dans un contexte de transformation. Maintenant, lorsque je parle d'agroforesterie, de culture intercalaire à des producteurs agricoles, à des propriétaires forestiers, la première question qu'ils me posent toujours, c'est-tu rentable de faire ça? Pourquoi je ferais ça? Est-ce que ça a un avantage économique? Ces gens-là pensent beaucoup en termes d'argent. Malheureusement, je leur dis souvent, écoutez, nos dispositifs au Québec sont relativement jeunes. On dispose de peu de données pour répondre à cette question-là. Mais je fais souvent référence à des études comme celle-ci qui sont basées sur la modélisation économique, la simulation, où on simule l'évolution de tout un cycle de production, donc de la plantation jusqu'à la récolte des arbres. On fait évoluer le rendement des cultures dans ça. Et je vous présente l'exemple, par exemple, d'une étude de Graves qui a fait ce genre de scénario économique-là pour des modèles en France. Donc, la France, il y a certaines régions qui peuvent être comparables ici à nos conditions au Québec, la Montérégie, par exemple. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que la valeur annuelle équivalente, donc c'est un indicateur de rentabilité, donc toutes les données sont actualisées, est comparable à celle qu'on peut observer dans des situations de monoculture, donc des champs de maïs en monoculture, par exemple, et la valeur économique est même supérieure dans tous les cas, à la plantation forestière. Donc, les forestiers, c'est important pour vous, retenez ça. Ça peut être beaucoup plus rentable de faire de l'agroforesterie parce que la culture intercalaire permet de générer des revenus à court terme, ce qui n'est pas possible dans la plantation forestière. Et la rentabilité aussi, il faut retenir qu'elle augmente lorsque les dispositifs intègrent des arbres de grande valeur, comme le noyer, par exemple, comme on voit ici en bleu, ou des arbres à croissance rapide, comme le peuplier, qu'on peut récolter à moyen terme. L'autre chose qui est importante ici, dans ce graphique-là, c'est des scénarios avec ou sans subvention. On le sait, au Québec, par exemple, un propriétaire forestier parfois peut disposer de certains programmes d'aide, et ça, comme on le voit, ça peut avoir un impact majeur, important sur la rentabilité des scénarios envisagés. Nous, on a fait une bonne revue littérature sur différentes études économiques qui ont été faites en Amérique du Nord, en Ontario, en Europe, donc des études économiques qui voulaient mesurer la rentabilité de différents scénarios de culture intercalaire. Et ce qu'il faut retenir, c'est que cette rentabilité-là, cette valeur économique-là, elle augmente généralement sur les sites qui sont productifs. Donc, ceux qui disent qu'on va faire de l'agroforesterie sur des terres marginales, en friche, avec des sols minces et de la roche, c'est peut-être pas le meilleur endroit si on veut faire de l'argent pour implanter de l'agroforesterie. La rentabilité, elle augmente aussi lorsqu'on vise une production de grande valeur, c'est logique, donc on vise à produire des billes de qualité, mais ça nécessite, bien entendu, certaines interventions de terre, donc l'entretien est déterminant dans ce contexte-là. Je l'ai mentionné, la rentabilité, elle va augmenter si le rendement des cultures est optimisé. J'ai donné différentes façons.
qui permettent d'optimiser cette rentabilité-là. Et enfin, bien entendu, la rentabilité, elle est plus intéressante, elle est plus élevée s'il y a des aides financières qui sont allouées aux propriétaires, aux producteurs qui plantent des systèmes agroforestiers comme ceux-là. Dans le cadre d'un projet en cours financé par le consortium Ouranos, on a un collègue économiste, M. Mabouboul, qui s'est intéressé à déterminer la valeur économique non seulement des denrées agricoles qui sont produites en agroforesterie ou de la production de bois, mais lui, il s'est intéressé à quantifier la valeur économique d'une foule de services écosystémiques qui sont rendus par les arbres, comme par exemple l'amélioration de la qualité du sol, de l'air, de l'eau, la séquestration du carbone, et lui a attribué une valeur économique à l'ensemble de ces services-là. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que lorsqu'on fait la somme de ces services-là, qui ne sont pas toujours commercialisables, donc on voit ici dans non-market, 1770 $ par hectare par année, et qu'on ajoute ça à la production agricole et de bois, mais ça donne une valeur économique qui est nettement supérieure à celle qu'on peut voir, par exemple, dans la monoculture agricole. Le problème actuellement, c'est que ces services-là ne sont pas commercialisés. Donc, il va falloir, je pense, se pencher sur des façons dont on peut rétribuer, par exemple, un producteur ou un agriculteur qui rend des services à la société en plantant des arbres dans ses champs. Donc ça, c'est des avenues sur lesquelles on peut se pencher et qui pourraient rendre la culture intercalaire beaucoup plus attractive aux yeux des producteurs agricoles qui seraient intéressés à l'adopter. Alain l'a mentionné, on a parlé beaucoup, la question de l'environnement. Les systèmes de culture intercalaire, c'est des agrosystèmes originaux qui répondent à une foule de défis environnementaux. La simple présence de l'arbre, par exemple, dans les champs, permet d'augmenter de façon significative les retours de matière organique dans le sol, par les feuilles, par la décomposition de leurs racines fines. Ça entraîne généralement beaucoup plus de vie dans le sol. Donc, on peut observer une augmentation des vers de terre, par exemple, de la biomasse microbienne. Donc, tout ça, ça active la minéralisation de l'azote. Il y a certains chercheurs québécois aussi qui se sont intéressés à quantifier la diversité de certains micro-organismes, comme les champignons mycorhiziens arbusculaires, ces petits êtres vivants qui forment des symbioses avec les racines des plantes et qui peuvent leur rendre la vie beaucoup plus facile. Donc, on a observé plus de diversité, parfois même une plus grande abondance de ces champignons mycorhiziens arbusculaires-là. Et en ayant ça en tête, moi, dans une étude récente, j'ai mis l'hypothèse, parce qu'on a plus de diversité microbienne dans les sols, on a de meilleures propriétés biochimiques, je me suis dit, les sols agroforestiers sont sans doute plus résilients face à des perturbations qu'on peut leur donner, comme la sécheresse par exemple. Donc ce que j'ai fait pour tester cette hypothèse-là, je suis allé récolter des sols en système agroforestier, près des rangées d'arbres, des sols dans des systèmes agricoles conventionnels. Je les ai emmenés en labo, je les ai soumis à une perturbation, je les ai fait sécher à 40 degrés pendant 72 heures. Et ce que j'ai fait après, c'est que je suis allé quantifier l'évolution de la biomasse microbienne après la perturbation, 24 et 48 heures après perturbation, et j'ai calculé ce qu'on appelle un indice de résilience microbienne. Et comme on le voit sur les graphiques, ce qui est absolument fascinant, intéressant, c'est que cette résilience-là des microbes, des biomasses microbiennes, elle est accrue dans le sol des systèmes agroforestiers par rapport au sol des systèmes agricoles. Donc ça a, à mon avis, beaucoup d'intérêt dans le contexte des changements climatiques, où on peut s'attendre à voir de plus en plus de sécheresse dans nos sols agricoles. Dans la même étude, toujours avec nos deux sols, agroforestiers et sols de culture agricole conventionnelle, on a amené ça en serre. On a mis ces sols-là dans des pots et j'ai cultivé sur ça du blé. Et j'ai soumis ce blé-là, au moment où il était à la floraison, à deux stress majeurs. La sécheresse, donc j'ai stoppé l'irrigation des pots, du blé,
pendant 10 jours, et dans l'autre traitement, j'ai inondé le pot pendant 10 jours. Donc, j'ai bouché le dessous du pot pour imiter un stress d'inondation qu'on voit de plus en plus dans le milieu de l'agriculture. Et encore là, ce qui est intéressant de constater, bien entendu, on peut voir que certains traitements comme l'inondation ont diminué de façon importante le rendement du blé, mais ce qui est intéressant, c'est que dans le cas du sol agroforestier, on voit bien que la culture du blé présentait un plus grand rendement. Donc ça nous porte à croire que les sols agroforestiers peuvent permettre d'améliorer la tolérance des cultures face à certains stress abiotiques très sévères comme la sécheresse. Donc ça aussi, ça a beaucoup d'intérêt dans le contexte des changements climatiques. Les arbres en agroforesterie, dans les systèmes de culture intercalaire, vont développer des profils d'enracinement fort distincts de ceux dans les plantations forestières conventionnelles, par exemple. Il y a certains de nos collègues en France, par exemple, qui ont mesuré que des peupliers ou des noyers développent des stratégies d'évitement de la compétition qui est apportée par la culture. Donc, on le voit ici, par exemple, les ronds, les cercles ouverts en blanc, c'est la densité racinaire du blé, et les cercles en noir, c'est la densité racinaire ou le profil d'enracinement de peuplier. Donc, on voit bien que le peuplier développe la plupart de ses racines plus en profondeur et tente d'éviter la compétition qui est apportée par la culture. Et ça a de l'intérêt, vous voyez venir, dans un contexte de pollution diffuse. Ce que ça veut dire, c'est que grâce à ce filet de sécurité-là, les arbres peuvent récupérer des quantités importantes d'éléments fertilisants qui échappent à la culture et qui autrement iraient dans nos cours d'eau. Par exemple, il y a certains de nos collègues au Québec ici qui ont mesuré une diminution du lessivage des nitrates de 30 à 230 kg d'azote par hectare. Ça, c'est lors des années pluvieuses, donc quand il y a plus de risque de lessivage. Et ça, c'est pas rien. 230 kg de nitrates qui sont récupérés par les arbres, c'est beaucoup, et ça a beaucoup d'intérêt dans le contexte de la pollution diffuse. D'autres chercheurs ici au Québec se sont intéressés à quantifier les émissions de protoxyde d'azote, donc ce gaz qui a un potentiel de réchauffement 300 fois plus important que le dioxyde de carbone. Donc, ils sont allés mesurer les émissions de ce gaz-là dans des systèmes de culture intercalaire qui intégraient des peupliers, des feuillus, qu'on associait à du canola, et ils l'ont mesuré aussi dans une production conventionnelle de canola sans la présence des arbres. Et encore là, c'est un résultat tout à fait fascinant. Les émissions de N2O étaient 3 fois moins importantes dans le système de culture intercalaire. Donc ça, encore là, ça a de l'intérêt dans le contexte de la mitigation des changements climatiques. Et les chercheurs pensent, eux, que, en fait, les arbres ou les peupliers, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont diminuer l'occurrence des conditions anaérobiques dans le sol qui sont favorables à cette émission-là, de ce gaz-là, par les bactéries hétérotrophes. Donc, que ce soit en décompactant le sol, donc en favorisant l'écoulement préférentiel de l'eau dans le sol, ou par le prélèvement accru de l'eau par les arbres. Les arbres aussi peuvent séquestrer du carbone. Les sols dans les systèmes agroforestiers aussi en séquestrent beaucoup. Ça a été quantifié par nos collègues de l'Université de Guelph. Des résultats très éloquents aussi, encore une fois. Vous voyez la monoculture d'orge qui a un bilan de séquestration négatif, alors qu'une association de peupliers avec de l'orge, une plantation de 13 ans, peut séquestrer jusqu'à 13 tonnes de carbone par année. Donc, c'est beaucoup. C'est intéressant. Il faut garder ça en tête. La biodiversité, Alain en a parlé beaucoup. Il y a des chercheurs aux États-Unis, par exemple, qui ont mesuré une plus grande diversité d'auxiliaires de culture ou de ces prédateurs, de ravageurs des cultures dans les systèmes de culture intercalaire. Donc ça peut avoir de l'intérêt. Donc on peut penser qu'on peut diminuer le besoin de recourir à certains pesticides dans ce genre de système-là, donc des systèmes plus écologiques. On a observé aussi une plus grande diversité, une plus grande abondance d'oiseaux. C'est des systèmes qui ont de l'intérêt pour relier des îlots forestiers. Ça peut favoriser les déplacements de la faune, etc.
C'est des systèmes qui sont merveilleux, c'est beau, vous le voyez, ça peut embellir les paysages. Bien entendu, on pourrait dire qu'ils sont peut-être plus indiqués dans des zones où on observe une forte intensification de l'agriculture, donc des zones où il reste presque plus d'arbres. Maintenant, qu'est-ce qu'en pensent nos agriculteurs, nos propriétaires forestiers? C'est la question que se sont posées Marchand et Masse, les gens qui travaillent au Service canadien des forêts. Ils ont mené une enquête il y a quelques années auprès d'une cinquantaine de propriétaires terriens et ils leur ont demandé, bien, qu'est-ce que vous pensez de ça? Quels sont, selon vous, les avantages techniques, financiers et quelles sont les contraintes de ces systèmes-là? Je vous les nomme rapidement. Donc, selon les producteurs, les agriculteurs, les principaux avantages techniques, c'est l'effet brise-vent. Eux pensent que ça peut permettre, par exemple, de maintenir en hiver une bonne couverture de neige, ça peut permettre de limiter l'érosion des sols, ça peut permettre de diminuer le besoin de recourir à certains fertilisants, insecticides, parce qu'on a un système qui est plus écologique. Ça peut permettre de concilier des objectifs agricoles, forestiers, ça permet de diversifier les revenus. Il y a un potentiel en ce qui concerne les crédits de carbone, la bourse de carbone aussi qui est en développement. Au plan environnemental, ça c'est eux qui le disent, une amélioration au plan de la biodiversité, la protection des sols, amélioration du paysage. Par contre, selon eux, il y a un certain nombre de contraintes, il y a des freins à l'adoption de ce genre de système-là. Pour eux, par exemple, l'entretien des arbres, ça peut devenir compliqué. C'est souvent des gens très occupés, des producteurs agricoles, et ils voient, on leur dit, ben, il faut tailler des arbres, il faut les élaguer, il faut les éduquer. Pour eux, ça demande du temps. Donc ça peut être une contrainte importante. La gestion des souches dans le champ, une fois qu'on coupe ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est complexe, la mécanisation. Pour eux, des arbres, des rangées d'arbres dans le champ, ça devient des obstacles. De plus en plus, ils travaillent avec des grosses machineries agricoles. Bon, le risque de compétition de culture, évidemment, et le risque d'obstruction des droits agricoles. Moi, à chaque fois que je parle d'agroforesterie, de culture intercalaire, c'est toujours une des premières préoccupations des producteurs agricoles, surtout ceux qui travaillent sur des terres qui sont drainées souterrainement. Leur grosse inquiétude, c'est est-ce que les arbres vont boucher mes drains? Au plan financier, ben, les coûts d'établissement, ils savent bien, ça coûte cher. Est-ce que des programmes qui peuvent nous aider à planter ces arbres-là? La rentabilité, ils nous posent toujours la question. Démontrez-nous que c'est rentable. Peut-être qu'on va être davantage intéressé à le faire. Les règlements municipaux, il y a certains règlements qui nous disent, ben, quand on plante des arbres, on ne peut pas les couper parce qu'il y a des règlements qui nous empêchent de le faire. Donc, pour eux, ça devient un frein à l'adoption. Puis, un autre frein important, évidemment, ils nous disent toujours, ben écoutez, là, mon grand-père a défriché des terres pour pouvoir cultiver. Puis là, vous me dites que je dois replanter des arbres dans le champ, ça va à l'encontre de la logique. Donc ça, c'est un frein important aussi, qui est peut-être plus d'ordre culturel ou historique. Enfin, on leur a posé la question, ben, dans l'éventualité où ça devenait opérationnel, tout ça pour développer des modèles qui sont intéressants pour vous, seriez-vous intéressé à adopter ce genre de système-là? Et selon l'étude, il y a 14% qui ont dit, ben oui, je suis pas mal intéressé par ça. Donc ça, souvent, c'est des innovateurs qui répondent par ça. 50% peut-être. Donc là, on a vraiment la grande majorité des gens qui disent, ouais, ça peut m'intéresser, mais il faut informer ces gens-là, il faut leur fournir des démonstrations scientifiques, il faut leur prouver que ça peut fonctionner. Puis il y a un 36%, donc une bonne proportion aussi de gens réfractaires, ça c'est la catégorie des gens non. Tu ne feras pas planter des arbres dans mon champ, donc tu ne peux pas compter sur moi. Donc, ça vous dresse un peu le profil des candidats. Finalement, ben, écoutez, en conclusion, il y a beaucoup de défis qui attendent. La culture intercalaire, c'est intéressant, ça se développe petit à petit, mais il faut continuer dans la recherche et le développement. Il faut continuer à faire des démonstrations scientifiques que ça a de l'intérêt pour les producteurs agricoles, forestiers, pour la société aussi. Il faut parvenir à développer des modèles qui vont être attractifs à leurs yeux. Je dis développement d'un réseau de parcelles de démonstration, on en a quelques-unes, mais je pense qu'il y a moyen de développer encore plus notre réseau. Les agriculteurs, souvent ce qui leur parle, c'est des projets concrets. Ils veulent voir de leurs yeux ce qui marche pas. Donc ça a de l'intérêt si on veut dynamiser le secteur.
La formation spécialiste, j'espère que parmi vous, il y en a qui vont approfondir davantage l'agroforesterie, qui vont devenir des spécialistes parce qu'on en a grandement besoin. Au Québec, il y a peu de gens qui ont des connaissances en agroforesterie, qui peuvent être utiles pour le développement des projets qui sont appelés à quoi. Donc vraiment, on a besoin de vous, si ça vous intéresse, tant mieux. Et le développement des programmes politiques, Alain en a parlé. On a des programmes pour la forêt privée, on a des programmes pour l'implantation de haies brise-vent avec Prime Vert, par exemple, mais ces programmes-là ne sont pas adaptés à des projets en agroforesterie. Donc, il y a place, selon moi, à mieux adapter ces programmes-là, puis même, voire même développer des nouveaux programmes qui vont être carrément adaptés à des plantations agroforestières qui vont permettre de mieux soutenir les producteurs intéressés à adopter ce genre de pratiques. Donc, pour ceux qui s'intéressent, pour plus d'informations de Produits Agriculture Canada, une petite fiche technique sur les systèmes de culture intercalaire. Vous pourrez vous la procurer sur AgriRéseau. Je tiens à remercier tous les gens qui sont ici, qui ont partagé des photos, des graphiques, des figures. Et merci de votre attention. Je suis là pour répondre à vos questions. Alors, on va pouvoir répondre aux questions et après, vous pourrez vous dégourdir les jambes et aller boire un peu de café et grignoter après la période de questions. Donc, les volontaires peuvent s'approcher du micro. Tout le monde est même volontaire. Moi, j'avais une question concernant, dans le fond, les espèces d'arbres que vous utilisez dans la culture. Je me demandais, comme le noyer, certaines espèces de noyer peuvent produire des substances allélopathiques comme la juglone. Ouais. Je me demandais si ça avait un impact sur justement les productions. Le noyer, c'est une belle espèce. Souvent en écologie, je me souviens, moi, quand j'étais étudiant, Pierre Belfleur nous présentait l'impact de la juglone sur la germination de certaines espèces. Souvent, c'est une espèce qui est utilisée pour démontrer des phénomènes d'allélopathie sur papier, théoriquement. Mais lorsqu'on regarde, qu'on va sur le terrain, qu'on voit des projets qui sont faits avec des noyers, on voit que cet effet-là, il est confondu. Puis finalement, il n'y a pas d'impact négatif des effets allélopathiques du noyer sur la productivité de cultures comme le maïs, des cultures de blé. Donc, c'est démontré, oui, en laboratoire, lorsqu'on prend la juglone, l'exudat, on le met en vase de pétri avec des graines, ça fonctionne, mais sur le terrain, il y a tellement d'autres facteurs qui se confondent. En tout cas, c'est ce qu'on lit dans la littérature. Puis lorsqu'on voit sur le terrain, j'ai montré des exemples de sites avec des noyers qui ont 25-30 ans, puis il y a des cultures qui continuent de bien pousser en dehors de ça. Donc moi, je ne m'inquiéterais pas outre mesure par ça. Puis aussi, j'avais une autre question concernant les peupliers, exemple le marcottage puis le drageonnement. Est-ce que c'est des problèmes qui, aussi concernant, une fois les arbres sont coupés, les souches, je me demandais, est-ce qu'après ça, sont laissés là pour enrichir le sol ou sont retirés? Ben, nous, on a eu un problème comme ça cette année. Sur le site de Saint-Paulin, on a fait une éclaircie. Donc, on a enlevé 2 arbres sur 3 et là, effectivement, les souches drageonnent. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on arrase la souche avec une espèce d'outils qui sont utilisés souvent par des arboriculteurs. Donc, on détruit, là, tout ça, c'est des petites souches. Évidemment, c'est pas des grosses souches, mais on essaie de l'éliminer, oui, parce que ça drageonne, puis le peuplier va continuer à se déployer, puis on n'aura pas l'effet souhaité, c'est-à-dire augmenter la quantité de lumière disponible pour la culture. À la récolte finale des arbres, si on est dans une agro-forêt avec que des peupliers, je pense que ça enlever une cinquantaine de souches à l'hectare avec une belle mécanique, je pense que c'est ce que le mieux. De ramener le site à sa production. C'est pas tellement long, là. Techniquement, ça se fait assez vite. Merci. J'appelle Annabelle Moisson-Dessert et je suis finissante en aménagement forestier. J'ai une question sur la qualité du bois. Quand vous faites des espacements de 30 mètres entre les rangées, là, je me demandais si vous aviez fait des tests pour voir c'était quoi la qualité des arbres à la fin, si ils pouvaient donner une aussi bonne qualité que... Ben, comme je l'ai mentionné, en fait, non, il n'y a pas eu beaucoup de travaux
de recherche on est allé. Peut-être que Fabien pourra répondre à ça après en France, je ne sais pas, mais ici, on n'est pas rendu là parce que nos arbres sont jeunes. On n'a pas fait de travaux pour déterminer la qualité des bois, mais comme je l'ai mentionné, on peut s'attendre à tout le moins à avoir des cernes en agroforesterie qui sont beaucoup plus réguliers dans la bille par rapport à des billes récoltées en plantation ou en forêt qui ont des cernes qui sont plus irréguliers. L'autre impact aussi qu'on pourrait s'attendre, c'est dans la proportion de bois de cœur puis de duramen. Donc, la coloration du bois aussi, ça peut... je pense qu'on peut s'attendre à avoir plus de bois clair que de bois coloré dans des systèmes plus ouverts. Oui, donc moi c'est Justine, étudiante finissante en aménagement forestier aussi. Et je me demandais, vous mentionniez qu'il fallait qu'il y ait plus de connaissances ou de monde, tout ça, mais est-ce qu'il y a concrètement un marché du travail pour l'agroforesterie au Québec ou c'est quand même fermé et il faut attendre que les mentalités évoluent pour qu'il y ait vraiment d'espoir? Ben, je dois dire que tous ceux qui ont étudié à la maîtrise en agroforesterie il y a beaucoup ont étudié des aspects de l'agroforesterie tropicale. Il y a beaucoup d'étudiants étrangers souvent qui font la maîtrise, mais parmi les gens qui font la maîtrise, comme moi, je me suis intéressé plus à des aspects tempérés, même l'agroforesterie, le développement de l'agroforesterie au Québec. Et de ceux que je connais, parmi ceux qui ont étudié à la maîtrise, la plupart se sont placés et ont des bonnes jobs en agroforesterie, que ce soit au gouvernement, des gens qui travaillent en recherche, il y a des gens qui se sont partis de leur boîte de consultants, il y a des gens qui travaillent dans des CRE, des conférences régionales des élus, il y a des gens qui travaillent dans des clubs conseils en environnement. Donc, moi, je vois qu'il y a de l'engouement dans le milieu pour l'agroforesterie. Puis ces gens-là qui sont passionnés d'agroforesterie, ben c'est eux qui deviennent les vecteurs de ces projets-là. Puis c'est sûr que il n'y a pas des tonnes de projets, mais c'est à nous, si on est intéressé par l'agroforesterie, de devenir porteurs des projets puis de les développer, donner de l'avant, dynamiser ce secteur-là. Je pense qu'il y a tout à fait de l'avenir pour des jeunes professionnels qui s'intéressent à l'agroforesterie. Puis c'est pas un milieu fermé, là. Si ça t'intéresse, moi je t'encourage à continuer là-dedans. Je me demandais aussi, est-ce qu'il y a beaucoup, admettons, d'agronomes, d'agriculteurs qui sont intéressés à changer vers ce genre de choses ou c'est pas encore, ils n'ont pas encore assez entendu de ce qui se passe? Admettons, est-ce qu'il y a déjà un agriculteur au Québec qui pratique ça et qui a envie, admettons? Ben, en vivre, je pense qu'en faisant de l'agroforesterie, on en vit parce que l'agriculteur continue de cultiver. Si on plante 40, 50 arbres à l'hectare, on enlève la superficie de l'espace cultivable de 3-4 %, donc d'un hectare par exemple. L'agriculteur continue de produire des céréales ou d'autres denrées alimentaires. Donc, j'ai présenté des exemples tout à l'heure de 2 agriculteurs très innovateurs. C'est des gens sérieux qui vivent l'agriculture. Évidemment, ils n'ont pas converti les 400 heures de terre qu'ils ont en agroforesterie. Ils sont allés petit à petit, ils ont fait des projets de 10, 15 hectares. Ils se font la main, ils voient si ça leur convient, si ça leur apporte des bénéfices. Et si oui, je pense qu'ils vont étendre leur superficie. Mais donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on va développer. Il faut dire aux agriculteurs, faites-vous la main avec des projets peut-être plus modestes. Assurez-vous que ça fonctionne. Puis s'ils voient que ça fonctionne, je pense qu'ils vont continuer à l'adopter. Puis l'autre chose qui va être déterminante, comme je le mentionnais, c'est que si on arrive à reconnaître tous les services écosystémiques qui rendent à la société, en améliorant la qualité de l'air, de l'eau, en ramenant de la biodiversité dans les champs, ça a une valeur économique. Et si la société reconnaît ça et est prête à les payer pour ça, ils sont en business, comme on dit. Je pense que là, ils vont vraiment le droit d'aller planter des arbres si tu me payes parce que tu reconnais que je te rends des services. Et ça, c'est l'avenir. Alors,
Euh, c'est encore un exposé intéressant. Je vous en félicite parce que ça soulève pas mal de questions. J'ai deux petites questions. La première, quelle serait la différence, encore la légère différence entre la culture intercalaire et la culture en couloir dont parlait le professeur Olivier, si on laissait croître indéfiniment le Sénat dans la culture du maïs? Ben, la culture intercalaire, telle qu'on veut la faire ici au Québec, c'est beaucoup, on vise plutôt une production de bois de grande valeur. Donc, on développe des fûts, on veut produire des billes de bois qui ont de la valeur, qui vont avoir de l'intérêt sur le marché de la transformation des bois. La culture en couloir, telle qu'on la pratique beaucoup en Afrique, par exemple, dans certains pays d'Afrique, avec le leucéna, comme vous le mentionnez, les interventions sont différentes. Donc, souvent, le leucéna, par exemple, on va émonder des ramilles, des bois qu'on va redistribuer à la culture. Donc, souvent, on va carrément couper les arbres lorsqu'ils sont jeunes, et on redistribue cette production de branches et de feuilles-là sur la culture pour améliorer les propriétés du sol, par exemple. Donc, les objectifs sont différents, puis les modèles de production ou le design de plantation, je pense qu'il est différent. Dans la culture intercalaire ici, je suis un producteur de grandes cultures, évidemment, c'est des densités d'arbres qui sont beaucoup plus épurées par rapport à celles qu'on pourrait observer en culture en couloir. Je ne sais pas si ça répond. Oui, un peu, puisque je sais que le Sénat peut atteindre 6 à 7 mètres de hauteur et on l'utilise aussi pour faire des planches, tout ça. Donc, si on laissait croître, est-ce que ça n'a pas vraiment une ressemblance avec la culture intercalaire? Oui. Ouais. Ok, merci. Donc, la deuxième question, dans la logique même de la pratique, si vous voulez, des agriculteurs, quelle est la stratégie la plus efficace pour évaluer le rendement de la production du bois ou de systèmes intercalaires comparés en monoculture ou en culture pure? Donc, comment on fait pour comparer la productivité des bois en culture intercalaire par rapport à une plantation forestière conventionnelle, par exemple? Oui, mais aussi la culture du blé, par exemple, en culture intercalaire et en culture pure. Donc, comme je l'ai mentionné, en recherche, c'est important, si on veut vraiment répondre à ces deux questions-là, c'est important d'avoir des designs expérimentaux où on a un système de culture intercalaire tel qu'on veut le pratiquer, mais on a des bons témoins agricoles sans arbres et on a des témoins forestiers qui, évidemment, il y a différentes façons de faire ces témoins-là, mais je pense que moi, la meilleure façon, si on veut représenter la réalité, c'est de faire des témoins forestiers, des plantations forestières qui représentent les interventions et les densités qu'on utilise normalement en situation réelle. Donc, souvent, dans des designs expérimentaux, on va tenter aussi de faire des répétitions de tout ça. Et en ayant ces témoins-là, on va pouvoir comparer la productivité des cultures avec la présence des arbres à celle qu'on observe en plein champ sans la présence des arbres, mais aussi l'arbre, comment il se comporte en plantation forestière avec des densités conventionnelles, avec des interventions qu'on pratique normalement en foresterie, à la croissance qu'on va observer en agroforesterie, dans le système tel qu'on veut le développer. Bonjour David. Richard Mongrain, conseiller forestier et ancien stagiaire de M. Gauvin. 93, 14, 15. OK. Juste avant toi. Donc, tu as parlé des drains. Oui. Les drains agricoles. Ça a-t-il été testé? Est-ce qu'ils se bouchent?
je vois mon collègue à l'arrière, André Vizina, qui a fait un de ses étudiants. Je ne sais pas si tu vas en parler, André. André va en parler, fait que je ne veux pas y voler le poste. Ok, parfait. Puis la question du phosphore. Oui. Est-ce que l'intercalaire peut jouer sur des concentrations, réduire des concentrations de phosphore? Ben oui, par le prélèvement des arbres. On a parlé souvent de l'azote, Ouais. mais au niveau du phosphore. Parce que moi, je travaille vraiment dans le sud. Ben, Il y le a phosphore, souvent, il y a des problèmes par le ruissellement, je pense, superficiel. Donc, il est collé à des particules de sol, puis il est exporté souvent à des parcelles. C'est ça qui crée des problèmes de phosphore dans les cours d'eau. Mais je pense que les arbres ou les rangées d'arbres peuvent limiter ces problèmes de ruissellement de surface-là. Parce qu'on a des rangées d'arbres, souvent on a des bandes enherbées au pied des arbres. Puis cette bande-là, il y a les racines profondes des arbres, mais il y a la bande enherbée ici au pied des arbres qui permettent de limiter le ruissellement de surface. Donc l'eau, elle reste dans le champ. Donc le phosphore aussi, au lieu de s'en aller dans le cours d'eau, ben, il reste dans le champ. Il y a une partie qui peut être captée par les racines des arbres, mais aussi par la bande enherbée. Donc ça m'intéresse dans le contexte de la pollution diffuse. La personne précédente a parlé des deux ministères, le MRN, le MAPAC, mais il y a un ministère super important entre les deux, c'est le MDDEP. Écoute, dans le sud du Québec, là, tu viens pour intervenir en forêt, c'est le MDDEP, ça prend un CA, c'est le milieu humide. Tu veux accroître une surface agricole, c'est le MDDEP, tu peux pas parce qu'on est en moratoire par rapport au phosphore. Moi, quand je vois ça, je me dis, est-ce que c'est peut-être une clé pour régler un problème? Est-ce qu'il y a des gens qui en parlent? Au MDDEP? C'est que, écoutez, moi, j'ai des producteurs, là. Les terres ont été mises en agriculture et sont barrées. Là, on tombe dans du... Ils sont barrés parce ils n'ont pas le droit de semer rien. Fait que là, quand tu arrives avec une solution comme ça, tu te dis, écoute, là, c'est un moindre mal, est-ce qu'on pourrait l'essayer? Moi, personnellement, j'ai souvent présenté ça à des gens qui travaillent au MDDEP. Je pense que beaucoup en ont pas entendu parler. Il y en a peut-être certains, mais... C'est embryonnaire. C'est embryonnaire. Mais moi, je garde ça en tête, effectivement. Faut se parler. Faut se parler, ouais. Je pense qu'on va arrêter là pour les questions parce qu'on est...